aujourd'hui, nous accueillons à la BU on va dire un grand photographe. Je ne sais pas, bonjour. Je fais 1m76. Voilà. Non, en fait, c'est vrai que je m'inscris pour moi, la photographie, c'est un rapport au temps. Et donc, j'essaie à chaque fois quand je commence à aborder un sujet, j'essaie de ne pas le lâcher et d'y retourner régulièrement. Parce que pour moi, comme la photographie arrête le temps et que la vie continue, j'ai besoin de voir comment la vie continue après avoir photographié. Donc je reviens régulièrement et c'est comme ça d'ailleurs que petit à petit j'ai construit un travail sur plus de 20 ans en Ukraine parce que je n'avais qu'une envie, c'était de découvrir ce pays. Alors on va en parler, mais avant je voudrais savoir, tu es natif d'où et quelle étude tu as fait pour en venir à la photojournaliste? Je suis de la région parisienne, en banlieue parisienne. J'ai pas fait vraiment d'études pour devenir photographe. J'étais un élève médiocre. J'ai pas fait de hautes études. Et je crois que c'est la photographie qui m'a aidé à découvrir le monde, qui m'a construit, qui m'a sauvé d'ailleurs. Donc je pense que c'est vraiment la photographie. Ce qui est génial avec ce médium, c'est qu'on rencontre plein de gens, on s'ouvre au monde. On découvre, on voit l'histoire, ça nous oblige aussi à sortir de soi-même, à aller plus loin. C'est un très beau médium. Et j'ai découvert la photo à l'âge de 11 ans, dans la bibliothèque municipale de ma ville, en tombant sur une photo de Lartigue, donc ce grand photographe du début du XXe, qui, à l'âge de 11 ans, avait photographié sa cousine. Il l'avait saisie au vol en train de sauter au-dessus d'un escalier. Et quand j'ai vu cette photo, donc j'avais 11 ans aussi, donc j'ai été touché par la photo d'un jeune photographe de 11 ans, et bien j'ai compris que la photographie donc arrêtait le temps comme je le disais tout à l'heure, et je n'avais qu'une envie, c'était de faire la même chose que lui. Donc je suis revenu chez moi, j'ai pris l'appareil photo de mes parents, qui était un petit Instamatic Kodak en plastique, avec une pellicule noir et blanc à l'intérieur, de 10 vues, j'ai fait mes premières photos. J'ai vu les photos, je me suis dit c'est nul, et j'arrête la photo. Et à l'âge de 16 ans, toujours dans la même bibliothèque, je suis retombé sur un autre livre qui était une rétrospective du grand photographe Robert Capa, qui a inventé le photojournalisme moderne, qui a photographié la guerre d'Espagne, qui a photographié le débarquement. Et en voyant ces images, j'ai été frappé par l'engagement d'un homme pour témoigner. Et là, de nouveau, je me suis dit c'est ce que je veux faire. Et j'ai acheté un appareil photo. Donc c'était maître? Oui. En tout cas, c'est Capa particulièrement, c'est mes inspirateurs. Peut-être que l'article, c'est pour sa joie de vivre. Je trouve que c'est tellement optimiste de voir ces images. Mon travail, il est pessimiste, mais en tout cas, je suis pas quelqu'un de pessimiste. Et Capa, pour son engagement, pour ses cadres, sa manière de photographier les gens, les regards qu'il avait pu saisir, voilà, et son engagement total, quoi. Alors, tu es venu à l'âge de la photographie bien plus tard. Mais comment tu es arrivé? Par quelle porte? Est-ce que tu as fait une école? Est-ce que tu es rentré directement dans une agence ou dans un journal ou alors est-ce que tu as fait, un peu comme moi d'ailleurs, pris ton plus beau pressbook et t'es allé te présenter à une agence de presse parisienne? Ah non, moi j'ai pas fait ça. D'abord, j'ai pas pu rentrer vraiment dans des écoles à plein temps. J'ai raté tous les concours. Et donc, j'ai intégré une école en tiers de temps. J'avais 2 matinées par semaine de cours et une soirée. Et c'était pour préparer un CAP photo. Mais j'ai rien appris dans l'école. En fait, la première chose que j'ai faite, c'est vraiment de travailler dans la rue. J'ai été à 300 mètres de chez moi, j'ai intégré une communauté d'Emmaüs pour photographier la communauté. J'ai passé 3 mois avec eux et je les ai photographiés. Et l'année d'après, donc j'avais 20 ans, 21 ans, je suis parti en Bosnie et en Croatie pendant la guerre. Et j'ai été sur la ligne de front à essayer de raconter quelque chose. Et ces 2 expériences mis bout à bout, en fait, m'ont vraiment fait comprendre la photographie et ce que j'avais envie de faire dans la photographie. Et très vite, j'ai compris qu'il fallait raconter des histoires et raconter des histoires au long cours. Et à partir de là, eh bien, j'ai montré mes travaux, mais peut-être 2 ans après, en ayant travaillé sur des thématiques fortes. Tu avais quel âge là?
J'avais 24 ans. Donc un jeune reporter. Mais quand tu es arrivé en Bosnie, là, ça a dû être très dur pour toi, parce que tu connaissais à peine le métier, faut s'organiser sur place, etc. Donc ça n'a pas dû être facile. Non, c'était pas compliqué parce que j'avais bien préparé le terrain, j'étais accueilli par des soldats, j'étais dans une unité. Non, ce qui était le plus compliqué, c'était de comment photographier. Je suis arrivé dans un temps mort de la guerre, donc dans un temps hyper calme. Et il fallait vraiment avoir beaucoup de maturité pour se dire que la guerre, c'est pas que des tirs, c'est aussi l'attente, l'inquiétude. Excuse-moi de te couper, mais tu avais choisi ton camp dès le départ. Mon camp, par rapport à quoi? Par rapport à l'engagement? Oui, je voulais faire ça. Je voulais me confronter à la dure réalité de notre monde. Donc au départ, ça a été le premier réflexe, ça a été d'ailleurs d'abord le social, en bas de chez moi. Le deuxième, ça a été à l'étranger, sur des territoires de conflit. Mais après, justement, après cette expérience, je me suis dit que je ne savais pas raconter la guerre. Et donc j'ai travaillé tout le temps dans des lieux pas touchés par la guerre, mais touchés par des problèmes sociaux, politiques, écologiques, etc. La guerre, elle est revenue à moi par l'Ukraine. Donc je photographie pas la guerre, mais je photographie la guerre en Ukraine, ce qui est complètement différent comme approche. Alors là, on va y revenir, mais avant tout, parce que là, on est au début de notre interview, je voulais savoir, est-ce que tu es venu au Havre? Auparavant, je suis venu au Havre en 2001. Il y avait les municipales en 2001 et donc j'ai passé une semaine en fait. Là, voilà. Tu connais bien le Havre, mais alors, bon, c'est pas une question anodine. J'ai vu des photos de Little Bob, la star du Havre, et puis Édouard Philippe, quoi. Donc oui. Tu es venu faire quelques images avec eux. Mais comment tu connais T-Bob? En fait, j'étais là pour Le Monde. On longeait la côte normande et on s'est arrêté au Havre. Et avec le journaliste Rémi Ourdan, on a pu rencontrer Little Bob. J'ai un très très bon souvenir de cette soirée où il nous a raconté sa vie. Il nous a parlé de son dernier album. Je crois que c'était en 2019, si je ne me trompe pas. Et c'est un joli moment. Came from a small town in northern Italy. He came north with his wife and kids to Normandy. They arrive in this town where the sky is grey, the winds are strong. His family worked out, did nobody wrong. Libero found some work in a copper factory. Found a place to live, a home for his family. Libero put together slicing this promised land. But even in his new country, had to understand that he was just a number and a blind loser. Waking every morning for the whistle blow cold. Libero says to his son, my name means that I'm free. But I'm a temporary slave, I do my job as you can see. Wahoo! Every man around was red like devil's face, but copper infusion twisting like a rattlesnake. With the heat and the noise, the danger so close. Time ago,
work in a copper factory. For some money to leave home for his family. Now Libero is all gone forever in his promised land. He gave him sweat and blood, had to understand. He will never get a chance, working so hard and strong. He had a rebel soul and did nobody wrong. Libero says to his son, my name means that I'm free. I'll be nobody's slave, my little man stay free. Libero says to his son, my name means that I'm free. I'll be nobody's slave, little man stay free. Stay free. I do my job, as you can see. I try to stay free. Stay free. Stay free. Si, un autre sujet principal. Tu es parti il y a 20 ans à peu près dans le Alors, je crois que tu as commencé dans le Donbass, si je me trompe pas. Non, j'ai commencé à Tchernobyl. 2001, mon premier voyage, c'est Tchernobyl. En 2001, je vais à Tchernobyl pour faire un projet de livre autour de Tchernobyl. Je rencontre les victimes, je vais dans la zone interdite, je photographie les lieux qui avaient été habités par les victimes que j'avais photographiées. Et à cette occasion, durant ce reportage, je découvre l'Ukraine. Donc en fait, on peut dire que c'est Tchernobyl qui m'a fait aimer l'Ukraine. J'ai été touché par les gens. J'ai été touché par le fait qu'ils m'accueillent, qu'ils me laissent les photographier, qu'ils m'ouvrent leurs portes. J'ai été touché par les paysages, les lumières, les couleurs, qui me rappelaient souvent des choses qui étaient là dans ma tête depuis mon enfance. Et à partir de là, je n'avais qu'une envie, c'était de revenir en Ukraine pour découvrir le pays, pour continuer mon travail à Tchernobyl, mais aussi pour voir comment le pays évoluait, puisqu'on était vraiment dans une période post-soviétique. L'Ukraine, elle est indépendante depuis 91, donc moi j'arrivais juste 10 ans après, ce qui est très court. Et il y avait encore des marques de l'époque soviétique, mais on voyait que la société changeait et qu'elle se tournait vers l'Europe. Et c'était passionnant de voir l'évolution de ce pays. Alors, l'évolution, on la voit aussi à travers ces amis que l'on a là-bas sur place. Je pense que tu as bon nombre d'amis maintenant et que grâce à eux, tu peux t'imprégner de vraiment ce qui se passe en ce moment sur l'Ukraine. Nous, avec nos yeux de gens qui regardons la presse, lisons la presse, regardons la télévision, est-ce que c'est dramatique pour eux? C'est une question un peu bizarre, mais comment ils pourront s'en sortir? Évidemment que c'est dramatique pour eux. Je veux dire, dans leur entourage, ils connaissent tous des gens qui ont été tués. Il y a des craintes de bombardement tous les jours. Même à Kiev, il y a des alertes aériennes constantes. Chaque nuit, il y en a. À la fin, ça devient une banalité totale. Donc, les gens continuent à vivre normalement, mais il peut y avoir toujours un obus qui tombe. Dernièrement, là, il y a encore 2 jours, il y a eu une attaque de drones qui ont touché certains quartiers pas loin du centre. Enfin, je veux dire, c'est quand même terrible. La banlieue de Kiev a été un lieu de massacre abominable, une banlieue calme avec des gens qui voulaient vivre en paix. Qui ont été violés, tués, torturés. Et ça continue quotidiennement aujourd'hui. Donc c'est terrible. Mais moi, des amies ukrainiennes ont dû fuir Kiev au tout début de l'invasion russe pour protéger leurs enfants. Aujourd'hui, elles vivent en France, mais elles n'ont qu'une envie, c'est de revenir en Ukraine. Mais comment revenir en Ukraine alors qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer? Donc c'est très compliqué. Alors, toi, ton sentiment, comment que ça va se terminer? Je ne sais pas comment ça va se terminer. Moi, je sais juste une chose, c'est que un pays qui veut envahir un autre pays perd toujours.
y a pas, je vois pas dans l'histoire un pays qui a pu rester et a pu gagner une attaque sur un autre pays. Et donc, on l'a vu dans plein de situations, et il y a toujours un. Donc, je pense que dans tous les cas, l'Ukraine va gagner et va reconquérir ses territoires. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas combien de morts il va y avoir encore, mais je sais que l'Ukraine va gagner. Alors, ils étaient prêts, avant la guerre, à rentrer dans l'Europe. Ça va être encore plus dur pour eux à la fin de cette guerre. Est-ce que tu penses qu'ils pourront un jour venir nous rejoindre dans l'Europe? En fait, ils sont en train de mourir pour l'Europe. Donc, il faut évidemment qu'à un moment donné, ils puissent rentrer dans l'Europe. C'est symboliquement, c'est quand même fou, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui, on les voit avec le drapeau européen. Je veux dire, c'est quand même, ça pose même la question pour nous de notre attachement à l'Europe. Ouais. Je voudrais préciser ma question. C'est très dur aussi de rentrer dans l'Europe. Il faut être un pays déjà un peu dynamique, avoir des produits intérieurs bruts très riches. Et puis nous, on souffre aussi un peu de l'Europe parce que à chaque fois on nous met la barre toujours un petit peu plus haute parce qu'il faut encore plus d'argent pour l'Europe. Parce qu'il ne faut pas se cacher, l'Europe c'est aussi la monnaie, donc la Banque européenne qui est très exigeante. Est-ce que tu penses que ce pays pourra arriver aussi vite que ça dans l'Europe? Moi, j'en ai aucune idée. Je suis pas un politique ou un économiste, mais juste, je suis un citoyen et je trouve que la demande est légitime de la part de l'Ukraine, et je pense que ça serait bien qu'à un moment donné, l'Ukraine rentre en Europe. Ça me paraît totalement légitime. Donc après, je peux pas en dire plus. Hein. Je suis qu'un photographe. T'es qu'un photographe. Ouais. Un bon photographe quand même. Tu nous ramènes de bonnes images, des témoignages, etc. Mais je voudrais revenir un petit peu à Tchernobyl, qui fait que juste dans cette exposition à la bibliothèque universitaire, il y a une série d'images justement sur Tchernobyl. Est-ce que tu y retournes à Tchernobyl? Est-ce que tu y vas régulièrement ou comment tu t'organises? Parce que là-bas, c'est pas interdit d'y aller, ou c'est à tes risques et périls, ou comment tu peux y retourner aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est compliqué, mais j'y étais en juin dernier encore. J'ai passé, je crois, une journée juste à revoir des lieux, et voilà. Là, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant parce que c'est devenu une zone quand même stratégique, militaire, puisqu'il peut y avoir de nouveau une attaque par Tchernobyl pour aller à Kiev. Donc on ne peut plus circuler librement comme moi je pouvais le faire. On ne pouvait pas déjà circuler librement pour des raisons de sécurité, mais moi j'ai passé tellement de temps là-bas que il y a des coins que je connais mieux que les guides de Tchernobyl aujourd'hui. Donc voilà, c'est une zone qui est extrêmement attirante, et qui, quand on commence à y aller, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Étrangement, alors que le danger est omniprésent, mais on a un sentiment là-bas de liberté, je crois. Il y a beaucoup de gens qui partent à Tchernobyl, en tout cas quand j'allais photographier la zone interdite, qu'on voit dans l'exposition, qui allaient dans la zone interdite comme pour se retrouver dans un refuge. Mais la radioactivité est toujours présente. La radioactivité, elle est toujours présente. Elle est tombée en forme de tache de léopard après l'explosion. Ça veut dire qu'il y a des zones qui sont contaminées et des zones qui ne le sont pas, et parfois à quelques dizaines de mètres ou à quelques mètres près. Donc il y a des zones à l'intérieur de la zone où on peut vivre sans radioactivité. Le problème, c'est la poussière, la nourriture, etc., etc. Et puis il y a des zones qui sont hyper dangereuses, comme la forêt rouge, où là, mon radiomètre bug. Et c'est là d'ailleurs où les Russes avaient creusé leurs tranchées durant l'attaque en février et en mars du côté de Kiev. Ça veut dire aussi que là-bas, quand tu y vas, tu y vas pas tout seul quand même. Tu as quelqu'un avec toi, un guide, un interprète. Et puis, est-ce que tu rencontres la population aussi? Parce que la population, moi j'ai vu beaucoup d'images, sont des gens très malheureux. Comment ils vivent aujourd'hui, ces gens, avec la radioactivité? Alors là, je ne peux pas dire aujourd'hui, parce que je ne sais pas combien d'habitants il y a dans la zone aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont été entièrement évacués, je peux rien dire. Il y a des zones qui ont été minées
à l'intérieur de la zone, donc je ne peux pas en parler aujourd'hui. Par contre, moi, ce que j'ai vu encore il y a très peu d'années, il y a beaucoup de gens qui vivent à l'intérieur d'une manière clandestine. Les grands-mères qu'on appelle les babouchkas qui vivent dans la zone et qui sont autorisées, il y en a quelques dizaines. Mais il y a d'autres gens, des jeunes, qui sont partis, qui se sont réinstallés dans la zone. Eux, en général, ils vivent avec peu de choses. Pratiquement, c'est le temps de la cueillette qui est revenu. Ils vendaient quelques bouts de métaux qu'ils sortaient de la zone et ils se faisaient quelques grivenas pour avoir un peu d'argent pour s'acheter de la nourriture. Donc c'est vrai que c'est des populations très très pauvres, mais avec un sentiment de liberté. Et ça, c'est très étonnant. Je me souviens d'une femme que j'avais rencontrée à Poliskier, qui est une ville à 60 km à vol d'oiseau de la centrale de Tchernobyl, qui a été évacuée 10 ans après la catastrophe, qui, elle, est née dans la ville. C'était une ville à peu près de 20 000 habitants. Elle vivait dans la ville, elle travaillait pour la mairie, elle a aidé les gens à être évacués, et puis elle a décidé de rester dans la ville. Donc elle vivait dans une ville de fin du monde avec une dizaine d'autres habitants. C'était une des plus jeunes. Elle avait une 40aine d'années et elle a fini sa vie à l'intérieur de la zone. Elle a attrapé un cancer et elle est morte seule dans sa maison. Mais quand je l'ai rencontrée, c'est vrai que c'était misérable sa vie, enfin sa condition de vie, mais c'était son choix. Et elle avait fait ce choix pour se sentir libre. Alors je vais revenir un tout petit peu à l'exposition parce que dans cette exposition à la BU, il y a toute une série de portes que tu as photographiées. Tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ces portes ? Oui, on est à Pripyat. Donc Pripyat, la ville évacuée du jour au lendemain en 1986, qui est située à peu près à 5 km de la centrale de Tchernobyl. Pareil, 20 000 habitants, évacués du jour au lendemain. Et donc on a un paysage de fin du monde quand on va là-bas. C'est très impressionnant. La radioactivité, elle est relativement élevée dans certaines rues et sur la place principale. Et il y a un immeuble que je connais bien, qui est l'immeuble Ukraine, qui est au centre-ville, qui fait une dizaine d'étages, que j'ai beaucoup photographié.
Et en 2012, je passe du temps dans l'immeuble et je n'arrive plus à le photographier parce que je l'ai trop photographié, je l'ai trop vu. Et à un moment donné, je m'arrête et je regarde les portes que je n'avais jamais regardées. Et je me rends compte que toutes les portes sont différentes alors que les meubles dans les appartements étaient identiques puisqu'on était à l'époque soviétique. Et je me souviens d'une nouvelle de Svetlana Alexievitch qui a écrit La Supplication, qui parle de la catastrophe nucléaire à travers des témoignages et qui parle à travers donc un témoignage d'un homme qui revient clandestinement dans la zone interdite pour récupérer sa porte qui, pour lui, représentait l'histoire de sa famille. Et en voyant ça, je me suis dit, les derniers portraits de famille que je peux faire, ce sont les portes. Donc je reviens le lendemain et je vais photographier toutes les portes de l'immeuble en vis-à-vis, en me disant, je ferai un mur de portes dans une exposition qui est là aujourd'hui. Qui est là aujourd'hui, oui, effectivement. Donc c'est assez. On voit des impacts dessus. C'est des impacts de quoi? De coups, c'est pas de balles, c'est pas de. Non. Parce que j'ai vu qu'il y avait. Je te pose cette question parce que j'ai vu ça hier soir. Ça m'a interpellé un peu. Non, c'est des clous plantés parce qu'il y avait de la mousse pour isoler les portes et donc parfois il y a des traces de clous. Parfois il y a des impacts de coups de pied à l'intérieur pour ouvrir les portes, des gens qui rentraient à l'intérieur, et puis parfois il y a le temps qui est passé et l'usure du temps, quoi. Alors revenons-en à la suite de cette exposition qui est l'Ukraine. Donc l'Ukraine 20 ans. Pendant ces 20 ans, bien sûr tu as rencontré énormément de gens là-bas, tu as rencontré même le président actuel. Quel a été ton rapport avec ce président? Pourquoi tu as jugé bon de le rencontrer? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'était vraiment une volonté puis de pouvoir l'interviewer ou lui poser quelques questions pour toi, pour ton histoire, pour écrire ce livre, puisque tu es capitaine au long cours, donc tout ça, ces images resteront à vitam aeternam. Pourquoi tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré, c'était une commande du Monde. Je travaille beaucoup pour le journal Le Monde et donc on avait la possibilité de faire une interview avec lui. Il venait d'être élu. C'était un personnage à l'époque qui était arrivé de nulle part pour être président. C'était un comique. Et quand on l'a vu, moi j'ai couvert la campagne, enfin en tout cas le premier tour, et c'était un peu déstabilisant quand on est journaliste parce qu'il n'avait pas du tout les mêmes registres que les hommes politiques, et donc il était très difficile d'accès. C'était la première campagne Instagram pratiquement politique, et donc quand il a été élu, tout le monde était étonné, et on se demandait comment cet homme était et ce qu'il allait donner en tant que président. Et donc c'était vraiment une chance de le voir. Et quand je le rencontre, moi, j'avais passé une semaine dans le Donbass, dans les tranchées, et j'avais aussi, dans les villages aux alentours, rencontré un homme qui était allongé dans son lit, qui avait les jambes complètement déchiquetées, abîmées, parce que en 2015, il avait roulé, il était chauffeur de tracteur, et il avait roulé sur une mine anti-char. Le tracteur avait explosé, lui il avait eu les jambes brûlées, et depuis il était allongé dans son lit, et il était soigné juste par un médecin d'une petite ville. Alors qu'il aurait dû avoir une chirurgie militaire et que la chirurgie des dégâts de militaires est très très bonne en Ukraine. J'avais rencontré des chirurgiens qui faisaient un travail remarquable. Et en voyant le président, pendant la photo, et d'ailleurs c'est à ce moment-là que je fais la photo, je lui parle de cet homme en lui disant que je trouvais que c'était honteux qu'il soit abandonné et qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour lui. L'attachée de presse se jette sur moi, elle me dit que je suis le photographe le plus emmerdant du monde. Et Zelensky, lui, son regard a changé, il joue plus la comédie. D'ailleurs, on le voit dans l'image, hein. Il est inquiet, il est touché, et il me dit, donnez-moi le numéro de téléphone de cet homme. 1 heure après, l'homme était contacté. 1 semaine après, il y avait une délégation médicale qui venait chez lui. Et en 2021, novembre 2021, je le retrouve, je vais le voir, et il recommençait à marcher. Donc en voyant ça, et en voyant la réaction de Zelensky, qui faisait pas ça du tout pour les médias, pas pour la pub, parce qu'en fait personne n'en a parlé, moi je n'en ai pas parlé à l'époque, et puis j'étais pas obligé de savoir ce qui s'était passé, je me suis dit, ce personnage est vraiment, il a quelque chose de sincère, d'honnête,
Et on le voit aujourd'hui, je veux dire, sa manière de s'engager, de résister, le fait de ne pas avoir quitté Kiev au moment de l'invasion, c'est quand même extrêmement fort, emblématique, courageux. Voilà. Alors, au début de cette guerre, il y a 2 ans maintenant, 1 an et demi, 2 ans, est-ce que tu étais là-bas sur place ou tu étais en France? Et puis, si tu étais en France, est-ce que tu y allais aussitôt, au début de cette guerre? Moi, j'étais en février 2022 en Ukraine. En janvier, j'étais dans les tranchées dans le Donbass. En début février, j'étais à Kiev et je photographiais la préparation de la résistance ukrainienne, qu'on voit d'ailleurs à l'entrée de l'exposition, des gens qui s'entraînent avec des kalachnikovs en bois. Et fin février, durant l'invasion, j'étais en France. Donc je pars directement à la frontière polonaise pour faire l'arrivée des réfugiés. Et puis j'ai la possibilité de passer de l'autre côté. Et comme beaucoup de mes collègues qui ont couvert l'Ukraine depuis des années, en fait, on a un sentiment très fort qui nous tombe dessus, où on est abattu parce que les lieux qui sont bombardés, on les connaît. On a nos amis de l'autre côté qui nous parlent, qui ont peur, qui veulent quitter l'Ukraine pour se réfugier. Et donc moi, je suis pris par un sentiment trop fort. Donc j'ai pas le recul nécessaire pour partir. Et donc je décide de ne pas partir les premiers mois, le temps de me stabiliser pour être clair dans ma tête et de ne pas me mettre en danger ou mettre en danger une équipe avec qui je partirai. Et donc moi je vais repartir en mai là-bas, où je vais faire un premier voyage d'1 mois et demi là-bas, pour le Monde d'ailleurs, et pour le Figaro Magazine. Et à partir de là, je vais pouvoir repartir en Ukraine. Alors, ton sujet, ça sera quoi sur place au niveau photographique? Parce que tu pars pour Le Monde, le Figaro, mais tu as des choix déjà de photographie qui ont déjà été un petit peu... Ils ont anticipé sur ce qu'ils voulaient comme photographie, bien sûr. Mais toi, tu le sais et tu sais quoi ce qu'ils veulent, non, ces journaux? Non. Là, quand on part en Ukraine aujourd'hui, on part avec des idées de reportage, mais tout peut changer par rapport à l'actualité. Ça change tout le temps. Donc le temps long est important, on peut partir plusieurs semaines et on s'adapte et on trouve les sujets parfois sur place. On part avec des idées, là je vais repartir normalement en avril, on a des idées de sujets mais ça peut changer. D'accord, et tes idées de sujets, c'est toi qui les choisis? Avec le journaliste. Avec le journaliste. Oui, et avec le journal. Voilà, mais ça dépend en fait. Quand je travaille pour un hebdo comme le Figaro Magazine, on part avec vraiment une idée de sujet. On part une dizaine de jours, c'est pour faire 10 pages dans le journal. Quand je pars pour Le Monde, donc c'est un rythme quotidien, on part sur des sujets parfois qui vont nous prendre une semaine pour les faire, mais on peut s'adapter après sur le terrain en se disant là il y a quelque chose d'intéressant, on va le raconter. Et voilà, donc c'est vraiment... on s'adapte, quoi. J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ces désirs brûlés, sur ces désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme.
pourra plus faire demi-tour. Enchaîner, 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 enchaîner. C'est juste après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne, des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. Alors ton avenir, il n'y a pas que la guerre quand même là, ces pays-là. Est-ce que tu as envie de voyager ailleurs quand même? Tiens, ça c'est une petite question. Allez, les îles un peu paradisiaques. Est-ce que ça te ferait plaisir d'aller faire des photos sur une île un peu paradisiaque? Allez, lâche-toi un peu. En vacances, oui. En vacances. En fait, quand je suis dans un lieu beau comme des îles, je n'ai pas envie de photographier. Parce que voilà, c'est ma nature de profiter du moment. Et non, en fait, moi, ce qui m'importe, c'est de raconter le monde aujourd'hui. Et pour moi, la photographie, c'est un combat. C'est une bagarre. Je fais de la photographie parce que j'ai une colère en moi. Et donc, ça me permet d'évacuer cette colère. Et c'est une colère liée à plein de situations différentes. Et donc, je me dis que la photographie est une arme. Et pour faire passer des messages, pour dénoncer des choses, pour montrer. Et donc, je travaille comme ça, quoi. Donc, alors, dans le monde, il y a plein de petits Guillaume Herbeau parce que tu vois, comme nous, la planète, il n'y a pas un pays où il n'y a pas un problème. Est-ce que tu auras envie d'aller couvrir un autre événement quelque part, quelque chose? Tu me dis, tiens, ça, j'aurais bien fait ce sujet-là, ou je ferais bien, ou j'irais bien. Il y a d'autres territoires qui m'intéressent fortement depuis longtemps, hein. Il y a l'Albanie, qui est un pays avec lequel j'ai beaucoup d'attaches aussi, qui me touche beaucoup. Il y a le Mexique, avec les violences des narcotrafiquants et de cette violence liée à la drogue, qui arrive petit à petit chez nous d'ailleurs. Et voilà, donc c'est des pays où j'ai envie de continuer à aller. Oui, chez nous, la drogue, elle arrive sur les plages comme ça, avec les marées. Oui, j'ai vu ça. Eh bien, écoute, je te remercie. Je vais te souhaiter une bonne exposition et puis un plaisir pour nous de t'avoir accueilli sur notre antenne de Radio RVL. Comme je te le disais, c'est une petite radio, hein, donc cette radio, elle a 40 ans et elle ne vit que sur le domaine associatif. Donc, c'est dur pour nous aussi, quoi. Ça, je ne le mettrai pas. Mais... Voilà, merci beaucoup, Guillaume, et à très bientôt. Merci.